Dans cette quatrième partie, nous allons ouvrir sur d'autres sujets possibles de traitement en dissertation et répondre à quelques questions que vous vous posez certainement. Peut-on vaincre la peur de l'autre? Alors, le sujet est de formule plutôt simple et classique en apparence. Peut-on, bon, est-ce possible? Est-ce souhaitable? Le faut-il si on le peut? Vaincre, la peur ici, c'est combattre, réduire, annihiler, dépasser. Comment vaincre? On a une possibilité de réponse par une conduite qui peut être magique, donc indiscernable, ou par l'action, par le sourire, par l'échange, par le pari. Il y a plein de modalités possibles. La peur de l'autre, quant à elle, renvoie certainement à deux façons d'entendre cette expression, d'un point de vue objectif ou subjectif. Alors tout d'abord, on peut vouloir vaincre notre peur de l'inconnu, si les autres sont des étrangers, par exemple, qui nous menacent, mais on peut faire aussi que l'autre n'ait plus peur, quel que soit le sujet de sa peur, et en ce deuxième sens, il faudrait s'interroger sur la possibilité de rassurer les autres. Pouvons-nous, par notre comportement, rassurer quelqu'un, ou encore faudra-t-il qu'il le veuille, après tout, en tant que tel? Sur quoi se fonde la reconnaissance de l'identité entre moi et l'autre? Alors, on est tenté de répondre d'emblée, est-ce sur l'apparence physique ou la parole comme signe de spiritualité? Cette question paraît stratégique, puisqu'il y a eu des cas dans l'histoire, on le sait, où l'autre ne fut pas reconnu comme semblable immédiatement, mais plutôt stigmatisé comme sauvage, comme barbare ou comme sous-homme dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. L'étude d'autrui amène forcément à interroger les registres politiques et ethnologiques. Comment une communauté reconnaît-elle les siens? Comment distingue-t-elle les siens des autres? Comment s'opère la partition entre les nôtres et les autres? Comment cette discrimination imprègne-t-elle les rapports à autrui? On peut rappeler le narcissisme de la petite différence évoqué par Freud. Alors oui ou non, l'autre est-il irréductiblement autre que moi? Si oui, où réside cette différence? Est-ce dans la liberté ou est-ce dans l'improvisation qui serait due à chacun? Ou est-ce dans un rôle lié à une classe sociale déterminée? Autant de questions qu'il va falloir évidemment affronter. L'amitié est-elle la forme idéale du rapport à autrui? Alors, à première vue, nous ne connaissons personne, sinon nous-mêmes mieux que nos amis, et toutefois, il nous arrive aussi de nous tromper dans le choix de nos amitiés. Or, quand l'amitié est brisée, nous disons de quelqu'un « je le croyais mon ami ». Et nous savons qu'au fond, nous le connaissions mal, puisqu'ami, il n'est plus. Il semble donc que l'amitié repose sur une véritable connaissance de l'autre. À la différence de l'amour, qui suppose, lui, un certain aveuglement, l'amitié, elle, pourrait bien valoir comme une forme idéale du rapport à l'autre. Encore faut-il l'interroger. Et d'abord, cette amitié peut-elle être connue? Quel type de rapport est donc en jeu entre moi et autrui? Il s'agit, on le voit, de saisir dans un premier temps en quoi je peux entrer dans un rapport avec cet autre qui me semble pourtant échapper à toute saisie cognitive, et voir ensuite, dans un deuxième temps, si ce rapport ne se vit que sous la forme d'un idéal qui n'existe pas dans les faits, ou bien si l'amitié permet peut-être d'établir le meilleur des liens possibles avec autrui. Alors l'erreur à éviter de commettre concernant tous les sujets dédiés à autrui, c'est de noyer, si je puis dire, autrui dans la sphère très large et lâche de l'altérité, voyant dans la porte-fenêtre face à nous ou dans le chat qui passe dans la rue une forme d'autrui. Et évidemment, le terme renvoie d'abord et avant tout à un sujet conscient. Autrui, c'est alter ego en latin, en effet, c'est l'autre moi. C'est un autre moi qui peut être autre que moi, mais il est d'abord mon semblable, au lieu de le projeter évidemment dans des catégories qui ne sont pas celles de la conscience. Alors l'idée séduisante à mettre en place à propos d'une réflexion vouée à autrui tient dans la logique de la reconnaissance, le désir de reconnaissance qu'on trouve notamment chez Hegel et Sartre, et cette idée en définitive que la question de l'autre ne peut pas être détachée d'une réflexion de type politique et morale. La fameuse dialectique du maître et de l'esclave y insiste à volonté. Je suis nécessairement dans un rapport à l'autre qui me détermine, mais ce rapport doit être spécifié selon une logique qui est celle évidemment de la dignité des personnes, et tenter de montrer en quoi la logique de la domination peut parfois, hélas, l'emporter. La question d'autrui en tant qu'elle est actuelle est assez illustrée par tous les débats évidemment sur la procréation, la question du statut de l'autre. Le fœtus est déjà un sujet en droit, il est déjà un autrui pour moi, et on voit bien que à l'heure où on réfléchit aux nouvelles modalités de cette gestation pour autrui, justement, pour reprendre l'expression, il est très intéressant de lier les réflexions philosophiques, même les plus classiques, avec les thèmes très actuels de la bioéthique notamment, sur le statut de la personne et du futur sujet ou humain.